On a tendance à parler de zéro déforestation comme si c'était l'unique objectif, mais c'est pas l'unique objectif pour arriver à conserver les forêts en Amazonie. Ça peut pas être le seul objectif. Nourrir le vivant, un podcast du CIRAD. Saison 7, épisode 2, la conservation des forêts. Pour reprendre la formule qu'un collègue à moi a mis dans un article récemment, on ne réduit pas la déforestation comme on ferme une centrale à charbon. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça et ça prend du temps. Marie-Gabrielle Piketty est économiste au CIRAD. Elle travaille depuis 25 ans sur les questions de déforestation en Amazonie. Lors de la COP30, qui a lieu au Brésil cette année, la chercheuse suivra de près les négociations sur la conservation des forêts. Ce qui est surtout intéressant, c'est que la vision brésilienne dépasse simplement la question de la déforestation. Donc on l'a vu notamment dès les dialogues amazoniens de 2023, où le gouvernement brésilien a tout de suite mis en avant la nécessité d'allier les différents territoires amazoniens à cette cause. Donc il ne s'agit pas simplement d'imposer une vision, il s'agit de vraiment se mettre d'accord sur comment arriver à cet objectif à long terme, tout en répondant aux aspirations des populations locales qui vivent en Amazonie. Parce qu'on a aussi tendance à oublier qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent en Amazonie, qui ont des aspirations propres. Et il faut arriver à concilier ces aspirations avec la conservation des forêts. Et c'est ça qui a été engagé lors des dialogues amazoniens il y a 2-3 ans, et qui, je pense, est au centre de la COP30 cette année. C'est assez emblématique, effectivement, qu'elle ait lieu au cœur de l'Amazonie. Pas à cause seulement de la forêt tropicale, mais parce qu'elle remet, encore une fois, les Amazoniens au centre de la COP et d'une manière beaucoup plus globale, les populations forestières au centre de la COP. La forêt amazonienne s'étend sur un total de 9 pays, dont la France avec la Guyane française. Et donc lorsqu'on parle d'Amazonie, on parle en réalité d'environ 47 millions d'habitants. Ce sont ces personnes qui sont susceptibles de déforester. Et ce que nous dit Marie-Gabrielle Piketty, c'est que pour lutter contre la déforestation, il est vital de distinguer légalité et illégalité. Je pense en effet que sur la problématique de la déforestation, c'est très important de faire la distinction entre déforestation légale et illégale, pour différents types de raisons. D'abord parce que si on entend les discours politiques, en fait, on voit bien qu'il y a un certain flou artistique autour de cette notion, donc on ne sait pas très bien si tous les acteurs entendent la même chose, quoi. Est-ce qu'on parle d'enrayer la déforestation illégale ou est-ce qu'on parle d'enrayer aussi la déforestation que les acteurs sont en droit de faire dans leur pays, mais pour des raisons justement d'atténuation de nos impacts sur le changement climatique, ce serait bien aussi d'empêcher cette déforestation-là et d'atténuer cette déforestation-là. Faire cette distinction, cela permet surtout d'adapter les dispositifs de lutte contre la déforestation. Car en fonction de la situation, les instruments politiques et institutionnels qu'il faut mettre en place ne sont pas les mêmes. Quand on parle de déforestation illégale, on parle de déforestation que les acteurs font en dépit d'un contexte de loi qui normalement interdit d'empiéter sur ces territoires forestiers. Dans ce contexte-là, on a besoin de politiques qu'on appelle des politiques de régulation. On doit faire respecter le problème et de faire respecter le cadre légal. Lorsqu'on parle de déforestation légale, là, on est dans un contexte où il faut quand même que les acteurs choisissent, pour d'autres raisons, de ne plus déforester. La contrainte légale ne fonctionne plus. Elle ne peut pas fonctionner dans ce contexte-là. Et c'est pour ça qu'il faut penser à d'autres mesures. Donc les instruments ne sont pas tout à fait les mêmes. Et au-delà du discours et de la mise en pratique, distinguer légalité et illégalité, c'est aussi une question de justice. Si on s'en tient simplement à dire « après une certaine date butoir, j'interdis tout type de déforestation ». Le problème, c'est que ce faisant, si on n'a pas vraiment une bonne vision de ce qui s'est passé avant, il y a un gros risque, en fait, qu'on conduise à une forme d'amnistie généralisée sur les déforestations passées, alors que les acteurs ont sciemment déforesté à outrance avant, et qu'il y ait une forme de légitimité, de régularisation de situations illégales avant la date butoir. Dans le cadre du projet Terramaz, financé par l'Agence française de développement, Marie-Gabrielle Piketty a travaillé sur cette distinction entre déforestation légale et illégale en Colombie, plus précisément dans le département du Guaviare, situé au sud du pays. La question étant complexe, les équipes ont opté pour une approche dite territoriale.
C'est basé sur des approches où on va chercher la collaboration entre les acteurs et on va chercher à mettre les acteurs d'accord sur une vision, sur un plan d'action à mettre en place pour essayer d'améliorer la situation. Mais ça conduit effectivement à regarder au sein d'une unité géographique donnée qui est délimitée, non seulement les acteurs, les choses qu'il faut mettre en place ensemble, mais aussi les lois qui s'appliquent à ce territoire, l'ensemble des lois, les différents acteurs qui vont on va dire, influencer le fait que la déforestation soit légale ou illégale. Je pense que c'est, en tout cas en Amazonie, indispensable pour la bonne et simple raison que de nombreux territoires, en fait, ont vraiment un pouvoir de décision. Si les politiques nationales sont décidées, leur mise en œuvre effective va beaucoup dépendre de ce que les institutions de gouvernance au sein de ces territoires vont décider de vraiment appliquer ou ne pas appliquer. Et pour ça, il va falloir vraiment qu'elles arrivent à ce que les habitants de leur territoire, les différents acteurs, les différentes institutions soient en accord avec une vision et un plan d'action. C'est pour ça que c'est très important d'avoir cette approche-là. Avec le département de planification territoriale du Guaviare, les équipes du projet Terramaz ont cherché des solutions techniques pour redonner une situation légale à plusieurs agriculteurs, sans que cela ne vienne perturber des objectifs environnementaux, de conservation ou de restauration des forêts. On a travaillé avec des acteurs agricoles qui souhaitaient mettre en place des systèmes de production qui leur permettaient effectivement d'intensifier les surfaces déjà ouvertes, donc produire mieux sur les surfaces qui sont déjà ouvertes, tout en conservant les forêts qu'ils avaient encore sur leur propriété et en s'engageant à les conserver à long terme et en restaurant une partie de leur propriété qu'il faut légalement restaurer pour re-rentrer dans la légalité. Ça nous a conduit donc à travailler avec eux pour mettre en place des systèmes de production qui ont pu être, avec l'accord, on va dire, de la gouvernation, qui sont des systèmes légaux. Alors que si on regarde sur le papier, en fait, ces personnes ou certaines de ces propriétés sont dans des zones où normalement, et c'est ça qu'on a démontré, normalement, en fait, elles ne devraient pas être là. Lors de ces travaux, les scientifiques ont mesuré le poids de l'histoire pour ces territoires. En Colombie, des années et des années de conflits armés ont engendré un retrait de l'État dans certaines zones. Dans ce contexte, peut-on réellement dire ce qui relevait à l'époque de la légalité ou non ? Et peut-on blâmer des populations qui, sans autre support, n'ont peut-être pas pu faire autrement que de déforester ? On est dans une situation où les propriétés, depuis de nombreuses années, ont empiété sur ce qui s'appelle la zone de réserve forestière. Donc, c'est une grande zone qui couvre pratiquement 90% du département. Donc, c'est difficile de quand même de pas empiéter dessus en période de conflit armé, en période où l'État est pas là. C'est une situation, c'est une situation assez compliquée. Donc, on a beaucoup de propriétés, de petites propriétés d'élevage, qui ont des terres qui sont en train de mal gérer au niveau des pâturages, donc qui sont en train de se dégrader, qui ont encore des forêts et qui peuvent aussi restaurer une partie de leur propriété. Et pour ça, ils ont besoin vraiment que la surface ouverte produise mieux. Donc c'est ça qu'on a mis en place, des systèmes d'élevage qui nous permettent d'intensifier de manière écologique les surfaces ouvertes, certaines surfaces ouvertes en pâturage. Donc ils arrivent à produire mieux, à créer plus de revenus sur une surface qui est plus petite. Ils signent un accord de conservation avec le gouvernement du Guaviare, donc c'est-à-dire que sur les surfaces qui restent dans la propriété, ils s'engagent à la conserver à long terme et ils s'engagent aussi à restaurer une partie qu'ils n'utilisent plus à des fins agricoles. Après les solutions techniques, il reste la question juridique. La majorité de ces personnes sont des petits exploitants agricoles qui n'ont pas de titre foncier. Or, la question de l'insécurité foncière est majeure en Amazonie. Le problème, c'est qu'on ne peut pas leur donner de titre foncier comme ça. Pourquoi ? Parce que si on commence à donner un titre foncier sur les zones qui sont normalement dans le domaine forestier de l'État, sur lesquelles les acteurs ne peuvent pas avoir de titre foncier, ça conduit à déclasser la zone du domaine forestier. Le gouvernement colombien est donc en train de travailler sur d'autres solutions légales, notamment les concessions. Il s'agit d'un droit d'usage de la terre différent d'un titre foncier, mais qui permet aux communautés de mieux vivre sur les surfaces ouvertes, c'est-à-dire déjà exploitées, et ce, sans empiéter sur de nouveaux espaces forestiers. C'est assez simple de l'extérieur de dire, c'est légal ou c'est pas légal. Dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe. Et pour ça, on a besoin des acteurs des territoires pour évaluer si cette situation-là, est-ce qu'elle est, on va dire,
vraiment profondément illégale et c'est sciemment que les acteurs sont allés sur la forêt, c'est sciemment qu'ils ont vraiment déforesté, ou est-ce qu'elle est liée à un contexte territorial qui peut expliquer cette situation, et d'une. Et de deux, il ne faut pas oublier que l'objectif, c'est d'emmener le maximum d'acteurs dans un scénario zéro déforestation. Et pour ça, on ne peut pas simplement dire, toutes les personnes illégales, on ne s'en occupe pas. Il faut quand même arriver sur des solutions techniques à leur donner une chance de rentrer dans la légalité. Il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre pour que ce soit une réduction durable. C'est pas seulement une question forestière, c'est pas une question de loi. C'est une question aussi, encore une fois, de donner des capacités aux populations amazoniennes de satisfaire leurs aspirations et de restaurer notamment toutes les aires dégradées qui peuvent être restaurées pour produire mieux sans avoir à empiéter sur la forêt. Donc il y a un arsenal de politiques publiques, un arsenal de mesures à mettre en place. Les territoires sont clés pour ça, les institutions territoriales sont clés pour la mise en œuvre de ces instruments-là. Et j'aimerais, tout comme ça a eu lieu lors des dialogues amazoniens il y a 2 ans, j'aimerais vraiment qu'on remette en lumière le rôle fondamental que les territoires infranationaux ont pour une bonne mise en œuvre des engagements visant la conservation des forêts à long terme.